Oui, il serait peut-être temps aussi de regarder la banlieue aussi comme autre chose qu'une zone sensible, qu'une zone dangereuse. C'est aussi un vivier. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec ce reportage sur Banlieue 2.0. C'est un événement qui s'est inscrit dans la dynamique du plan Espoir Banlieue. L'événement a eu lieu à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, en juin dernier. Et donc, c'est à l'initiative du think tank Renaissance numérique, du secrétariat d'État chargé de la politique de la ville, de l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, et de Cap Digital que ce rendez-vous a regroupé des acteurs engagés dans la défense et la promotion de l'égalité des chances concernant le numérique. Et ça montre que la banlieue peut être précurseur en la matière. On va écouter tout de suite Emmanuel Saunier, qui est directeur de Solidarité numérique, qui est créateur aussi d'un journal en ligne qui s'appelle La Ville des gens, et qui, lui, n'a pas attendu la fameuse charte qu'on signait ce jour-là pour agir sur le terrain. Et vous allez voir, ça rejoint ce qu'on disait précédemment, puisqu'il y a vraiment une approche globale, à la fois un accès à l'emploi de ces personnes, favoriser leur emploi, et puis aussi traiter tous les problèmes inhérents à leur situation géographique, sociale, etc. Je suis Emmanuel Saunier, je dirige un groupement qui s'appelle Solidarité numérique, qui rassemble un centre de formation qui s'appelle Réseau 2000, une entreprise d'insertion qui s'appelle Réseau 19, un site internet qui s'appelle La Ville des gens. En fait, si vous voulez, moi j'ai rejoint le groupe de travail parce que ça fait 12 ans donc je mène des expériences sur l'intégration des jeunes et l'emploi du numérique et comme outil de mobilisation et comme outil d'intégration professionnelle. Et voilà, j'ai apporté mon expérience et ma contribution là-dedans, puisque grosso modo, sans vouloir... en France, à part moi, il n'y a pas grand monde qui travaille sur ces thématiques-là de façon approfondie. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui émergent, et super, j'en suis très, très content, quoi. Quelles sont vos actions concrètes avec ces jeunes-là ? Et ben, concrètement, en fait, nous, on part du b.a.-ba, c'est-à-dire qu'on va les rencontrer sur nos territoires d'intervention, donc beaucoup les cités de l'Est parisien. On va travailler avec eux sur des programmes type des panordis, c'est-à-dire on va leur apprendre à réparer l'ordinateur. Ils ont tous des ordinateurs, sauf qu'ils savent pas s'en servir, ils savent pas les protéger, les réparer, etc. Et puis de là, on va détecter certains qui vont être plus intéressés que d'autres, ou qui ont plus envie, ou voilà. Et du coup, on va les intégrer dans d'autres programmes. Donc, ils sont soit des programmes d'insertion par activité économique. Ça veut dire que du coup on les embauche, on les met sur un job et avec une formation derrière, un suivi socio-professionnel pour régler un certain nombre de problèmes, des problèmes de logement, des problèmes de santé, des problèmes de prison, etc. etc. J'en passe des meilleurs. Et puis de là, on va les amener à définir un projet pro. On va mettre en face les outils pour leur projet pro. On va solliciter tous nos réseaux de partenaires. On arrive quand même à en avoir. Il y a quand même des entreprises qui commencent à jouer les jeux. C'est pas toutes, mais on commence à voir ça. Notamment beaucoup avec des têtes de réseau, donc comme l'association des professionnels de gestion de l'électronique de documents, Silicon Sentier, le pôle de compète Cap Digital, et puis on arrive à les faire intégrer dans des entreprises. Voilà, Emmanuel Saunier, donc directeur de Solidarité numérique, était au micro d'Aurélien Bertini et Chloé Sanchez de Radio Campus Besançon. Alors, il s'exprimait à l'occasion de cet événement, Banlieue 2.0, où était signée une charte en matière de diversité dans les entreprises du numérique. Vous-même, Richard Sangor, vous avez signé, j'y étais, la charte de la diversité dans les médias. Quelle est pour vous l'utilité de ce genre de charte ? Je crois que c'est le symbole, l'expression de la volonté des différents acteurs de considérer les problématiques de diversité, de lutte contre les discriminations, comme des objectifs nécessaires à la vie de l'entreprise. C'est ça qui a changé. Charte de la diversité, c'est une initiative de Jean-Louis Borloo en 2004 ou 2005. À l'époque, avec le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, nous avions travaillé sur ce projet. Je crois que l'idée était de sortir d'une approche uniquement sociale de la question des discriminations et de contribuer à une prise de conscience sur le fait que la diversité dans l'entreprise pouvait être un atout pour celle-ci. Et puis cette charte a été signée par d'abord des grands groupes, puis a été déclinée dans divers secteurs, notamment celui des médias, effectivement. Et l'EPRA est naturellement partie prenante à cette aventure. Au-delà de ça, ce que démontre ce reportage, c'est que un certain nombre d'initiatives peuvent être prises en direction des jeunes issus de ces quartiers sensibles sur le terrain de l'innovation. Et ça, c'est extrêmement positif. Ça contribue
d'une part à l'emploi direct, ce qui est sans doute le principal levier d'intégration. Aujourd'hui, on sait très bien que s'il y avait le plein emploi en France, nombre des difficultés que nous rencontrons et les effets pervers qui découlent d'un très fort chômage, etc., nous n'en parlerions sans doute pas. Donc il y a cet aspect aide directe à l'emploi. Puis il y a aussi un aspect important, à mon avis, qui est celui de l'image. L'image de ces jeunes, l'image de ces quartiers. Alors, on brocarde souvent la politique d'image. Néanmoins, on vit dans une société où l'image est déterminante. Et je crois que pour une ville, quelle qu'elle soit, son image est un capital. C'est vrai du point de vue du maire, c'est vrai du point de vue de ses habitants. La fierté d'habiter à tel ou tel endroit, ou l'absence de fierté, précisément, sont des éléments considérables. Du point de vue de la psychologie collective, du point de vue d'éventuels investissements dans tel quartier, dans telle ville, tout ça est très important. Et donc, de ce point de vue, je trouve que avoir encouragé des initiatives autour du numérique, par définition, incarne la modernité, s'adresse plus particulièrement à un public jeune. Oui, mais alors là, aussi attention aux clichés, parce que ce que rappelle cet homme-là qu'on vient d'entendre et qui travaille concrètement avec eux, c'est que même si on a tous un téléphone portable très très joli avec plein de boutons dessus, il faut quand même travailler. C'est pas parce qu'on est passionné, qu'on est un utilisateur passionné de technologie qu'on va savoir réparer les choses et qu'on va pouvoir être intégré dans une entreprise. Il distingue bien le côté gadget du côté, bon, le diplôme reste, pour lui, il le dit, quelque chose d'essentiel. Naturellement, mais je crois que simplement, chaque individu étant différent, je crois qu'on ne l'amènera pas sur le terrain de la formation, du diplôme, de l'emploi de la même façon. Mais de ce point de vue, je trouve que ce type d'initiative qui va sans doute interpeller des jeunes qui, par les voies traditionnelles d'accès à la formation ou à l'emploi, n'y seraient pas parvenus, eh bien, va à travers la curiosité, la créativité, la technologie, les intéresser et peut-être justement permettre de passer ce cap entre simplement ce qui peut relever du hobby ou du jeu à une formation professionnalisante et demain à l'emploi. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je me souviens que l'année dernière, Talent des Cités avait récompensé une entreprise qui est justement, ou une activité qui justement aidait les personnes à accéder à l'ordinateur, etc. Tout ça participe, à mon avis, d'un même mouvement. On nous a beaucoup expliqué que les nouvelles technologies allaient créer du lien et rassembler les individus. Alors, c'est pas toujours vrai. On nous parle aussi de fracture numérique. Déception. On parle aussi de fracture numérique. Bon, voilà, on a là un contre-exemple d'une initiative qui contribue à amener vers l'emploi un certain nombre de jeunes. Et puis, encore une fois, avec une image assez valorisante. Et je trouve que c'est positif. C'est peut-être pas la panacée, mais c'est en tout cas une initiative tout à fait positive. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut la saluer comme il convient. Bien sûr. Alors, juste pour revenir sur ces fameuses chartes que beaucoup d'entreprises signent pour la diversité. Bon, les chartes, c'est bien, mais c'est pas un engagement, c'est pas une loi. C'est pas une loi comme on pourrait avoir une loi de quotas, par exemple. J'aimerais très rapidement avoir un sentiment sur les quotas. On peut en penser ce qu'on veut, mais aux États-Unis, par exemple, ça existe. Et il y a quand même un président noir à la tête de l'État. Alors, on pourrait en débattre longuement. Les quotas n'existent pas aux États-Unis. Et précisément, le président Obama n'est pas ce qu'on appelle un noir américain. Un parcours tout faux, tout alors. à fait pas de quotas, il n'est pas noir. Atypique. Bon. Non, je veux dire par là que lorsque des programmes d'appui ont été mis en œuvre en faveur des minorités aux États-Unis, concernait ce qu'on appelle les Afro-Américains là-bas. Il se trouve que le président Obama n'est pas, n'incarne pas cette partie de la population américaine, puisqu'il a un parcours très très atypique. Il est métis africain, il est né à Hawaï, il a vécu pour partie en Indonésie. Enfin, c'est un personnage très atypique. Voilà. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les quotas, personnellement, j'y suis tout à fait opposé. Pour des motifs qui tiennent précisément à des caractéristiques, là encore, très nationales. Et en particulier à l'une d'entre elles, qui est l'attachement de nos concitoyens à l'égalité. Alors vous me direz, y a des débats, est-ce que l'égalité formelle suffit pour que les gens soient réellement égaux ?
Non, certainement pas. Est-ce qu'il ne doit pas corriger cette approche un peu théorique et virtuelle de l'égalité républicaine, pour employer les grands mots? Certainement. Pour autant, je ne crois pas à un fonctionnement de la société par quotas. Je trouve que c'est terriblement réducteur. Je ne sais pas qui fixerait les quotas, sur la base de quels critères. J'y réfléchis. Lorsque je regarde mon cas, je me demande est-ce que je devrais pouvoir bénéficier d'un quota? Alors en fonction de quoi? En fonction de la couleur de ma peau, en fonction de là où je suis né, en fonction de mes revenus, tous ces critères devant être mélangés. J'ai très peur que si on se lance dans ce type d'initiative, en réalité, toutes les énergies soient focalisées sur les quotas pourquoi, les quotas comment, qui, pourquoi pas moi, plutôt que sur de l'action et la mise en œuvre de véritables politiques pour essayer précisément de dépasser une approche purement formelle de l'égalité. Alors je ne veux pas rentrer davantage dans le détail, mais je suis opposé à la notion de quota dans notre pays. Ok, ben on a bien compris. Merci de votre réponse.